Au moment où commence la nuit, les sympathisants Honda boivent du petit lait, dégustent du homard et se réjouissent entre Zakouski et tête de course. Thierry Tassin et son équipier suisse Philippe Favre mènent une danse des plus endiablées. À 23 h, le duo belgo-suisse compte un tour d'avance sur la BMW de Salens-Ferté-Fermine que l'on n'attendait peut-être pas à pareille fête. Le quadruple vainqueur des 24 heures va s'installer au volant, il va contrôler, tout va bien, son équipier confirme. Oui, c'est sûr, pour le moment, on essaye de ménager au plus la mécanique et les suspensions. Ça a l'air de marcher, on n'a pas trop de problèmes. La voiture marche très très bien au niveau freinage, tenue de route. Donc pour le moment, on n'a aucun souci, mais la nuit est encore longue et demain aussi. Prudence, d'autant que les adversaires sont en embuscade et guettent le faux pas. Mention spéciale à la Peugeot 306 de Hugeux, Wesenburger et Van de Vauvert qui entament une remontée fantastique qui les mène à 23 h à la 7e place et ce n'est pas fini. Autre remontée, celle de Thierry Boutsen sur la BMW qu'il partage avec Moreau et Martin. Le gamin et les deux papis sont 5e. La course par élimination leur a été favorable. Il y a eu beaucoup de casse déjà jusqu'à présent parce qu'on est parti 20e. Et maintenant, on est déjà 5e, donc on est pas mal remonté sur la piste, mais aussi dans les stands. Beaucoup de casse, les voitures sont relativement fragiles cette année et ça risque d'être une course très disputée jusqu'à la fin, vu que les voitures sont fragiles. À minuit, une Honda, celle de Tassin, mène devant une BMW, celle de Salens, une autre Honda pilotée par Elliott et deux BMW, celle de Van de Poel et de Boutsen. Et les Renault dans tout cela, me direz-vous, où se trouve donc la famille X? La réponse tient en un mot, catastrophe. Vanina est sortie dans le raidillon, sans gravité heureusement. En elle deux sentiments, l'incompréhension et la peur d'avoir déçu son champion de papa, à qui elle reconnaît bien des qualités humaines. Et essaye de savoir s'il choquait de papa. Oui, c'est sa compréhension en tout cas et sa tolérance vis-à-vis de moi. Il faut parler de tolérance, mais l'erreur quand même est humaine. Oui, mais à ce niveau-ci, c'était vraiment la chance qu'on avait à deux et voilà, il n'en reste plus rien et c'est vraiment dommage. Avec tristesse, exit donc Jackie et Vanina, mais la course continue et certains de leurs collègues pilotes sont eux aussi nettement moins bien lotis que ce qu'ils avaient pu espérer en début d'épreuve. C'est le cas notamment de Grégoire Demévius, 11e sur la seule Nissan restante. C'est le cas aussi de Vincent Radermaker, l'homme de la pole, qui après de multiples déboires de sa Peugeot 306, pointe en 13e position. Il reste 40 voitures en course. Et puis peu après 1 h du matin, coup de théâtre, Thierry Tassin, le leader, rentre au stand pour un arrêt aussi long qu'inattendu. Le stress s'installe, Tassin se fait moins loquace qu'à l'habitude. Problème d'embrayage. Il semble, oui. Une demi-heure de réparation? Normalement, si tout se passe bien et s'ils font ça dans les temps, oui. La Honda repartira plus d'une demi-heure plus tard en 27e position. Toute chance de victoire s'est envolée. Les ennuis de Tassin font le bonheur de Salens qui s'installe ainsi en tête de la course. Une première pour lui, aux 24 heures en tout cas. Je sais pas, j'ai jamais fait, je vais le dire après. Mais c'est comme toujours, hein, je fais rouler comme j'ai roulé tout à l'heure. Je vois pas, on est en tête maintenant, ça veut rien dire. C'est demain à 4 heures que ça compte. Pendant que les deux BMW du team Juma se muent en métronome, la pit lane commence à ressembler à un carrefour à l'heure de pointe. Dans la liste des voitures immobilisées, la BMW numéro 9 de Thierry Boutsen. On a un petit ennui avec le pont arrière en fait. On a une vibration assez forte dans le pont et on a préféré le changer avant que ça ne casse. C'est une longue réparation ça? Oh, ça va prendre 10 minutes, 10-15 minutes maximum.
Et bien évidemment, Boutsen et ses petits camarades chutent dans le classement. Devant, les 3 premières voitures se tiennent dans une petite minute. Les 2 BMW du team Juma avec Van de Poel qui enchaîne les relais comme un métronome et occupe donc la tête de ces 24 heures de Francorchamps à la mi-course. À 30 secondes, l'autre BM 320i, celle de Salens, Ferté et Fermine. Derrière les BMW, une Peugeot, celle de Sébastien Hugeux, Max Weisenberger et Jean-Pierre Van de Hover. Après un début de course catastrophique pour Peugeot, la 306 numéro 27 aligne les tours avec une régularité exemplaire. Et lorsqu'à la mi-course, Sébastien Hugeux passe le relais à Max Weisenberger, l'équipage pointe en 3e position à moins d'1 minute de la voiture de tête. Hugeux a attaqué, mais pas trop. Non, attaqué de manière à bien remonter, mais tout en préservant quand même les pneus parce qu'on a quelques difficultés. Et tout en préservant la mécanique et tout le truc, donc on n'a pas trop attaqué. Côté casse, plus grand chose à se mettre sous la dent durant la 2e partie de nuit, si ce n'est les problèmes qui accablent la voiture d'Elliott. 2e en début de soirée, la voiture chute dans les profondeurs du classement. La nuit, c'est bien connu, c'est le moment préféré des rallyman. Et Grégoire de Mévius n'a pas fait mentir la légende puisque lors de son double relais, il a remonté la seule Nissan en piste jusqu'à la 8e position du général. Si on veut quand même faire des temps réguliers, il faut être très concentré. Il y a des voitures qui sont beaucoup plus lentes. Il y a des pilotes qui sont un petit peu... J'ai quand même failli en toucher un tout à l'heure. Je ne sais pas s'il ne m'a pas vu, en tout cas il était très surpris. Non, les voitures sont quand même amusantes à conduire, mais le problème, c'est moi je change de vitesse avec 2 doigts parce que ça c'est vraiment on n'a pas le plaisir d'une vraie voiture de course où on peut vraiment passer les vitesses à la volée. Bon, c'est vraiment endurance, quoi. Avec le jour qui se lève, c'est Kurt Mollekens qui réveille tous les courageux restés sur le circuit. Kurt est le plus rapide en piste à la régulière. Il hisse sa Mégane en 4e position. Mais malheureusement pour lui, cet effort est cassé par une touchette avec un autre concurrent. Et une rentrée au stand obligatoire. Mais ça n'est pas le plus inquiétant pour le team Emi Renault. Il doit s'arrêter tous les 17 tours, c'est tout. En fait, c'est la pompe à essence qui déjauge, hein, c'est ça? Non, pas la pompe, on croit que c'est quelque chose avec le réservoir proprement dit. Il faudra voir ça à la fin de la course. C'est impossible de réparer ça pendant la course? Impossible, je ne sais pas, mais c'est un gros risque, alors on préfère ravitailler tous les 17 tours. 8 h du mat, le grand frisson. La Honda Integra de Tassin et Favre part en fumée après un début de course tonitruant, de gros soucis d'embrayage réglés au stand et une rafale de meilleurs tours en course. L'Integra a tout donné, rideau. C'est la tringlerie de boîte qui a lâché. Et c'est la 2e fois que ça arrive. Et du coup, quand j'ai voulu enclencher un rapport, là, il n'y avait plus de guidage pour les rapports. Et c'est la 3 qui s'est mise au lieu de la 5, mais on avait déjà eu ça avec la boîte précédente. Et voilà quoi. Et cette fois-ci, le moteur a pris un sur-régime et le moteur a cassé. Chez BMW, on rigole. Les voitures moins rapides en performance pure, mais plus fiables que la plupart des tractions, eh bien, ces voitures sont devant. 1 et 2 pour les voitures du team Juma, un petit air de déjà-vu et une pression d'enfer sur les épaules de Bart Nampai. Avant la course une stratégie sur papier, on respecte toujours cela. On ménage la mécanique et on évite les bordures et on essaye d'être très agréable avec la boîte et avec le pont. Mais il n'y a pas de tactique d'équipe, rien du tout. C'est flat out jusqu'au bout et on verra bien. À fond jusqu'à l'arrivée en ménageant quand même la monture, c'est la théorie. En pratique, les événements peuvent en décider autrement. Alors qu'il commençait certainement à envisager la victoire finale, Salens sort de la piste, rotule de direction cassée. Résultat, une perte de temps importante pour regagner les stands et pour travailler sur la voiture.
Eh bien, sur la voiture, on a simplement remplacé cette rotule qui était cassée et en même temps vérifié les accessoires qui se trouvent autour. Voir s'il n'y avait pas de dégâts au niveau du moyeu, au niveau du disque et au niveau de la direction. BMW et ses problèmes de direction, un thème développé en 2 actes. Le second a Frédéric Moreau comme acteur et une grosse frayeur comme scène finale. Triangle de direction cassé, sortie de piste à un endroit heureusement pas trop dangereux, voiture remise sur les rails ou plutôt sur la piste, retour au stand des réparations. Bref, un scénario qui a un petit goût de déjà vu, il n'y a pas très longtemps de cela d'ailleurs. Le triangle de direction qui a cassé, j'étais dans le double gauche et heureusement j'ai été tout droit dans le bac à gravier. Si j'avais pris de travers, j'aurais pu vous faire des tonneaux, à ce moment-là c'était terminé et j'étais aussi peut-être pas ici pour vous expliquer ça. Donc quelque part on a eu beaucoup de chance dans notre malheur et pour l'instant la voiture continue à tourner convenablement, donc c'est bien. La BMW de Moreau a donc pu reprendre la piste, une piste où se trouve, mais nettement devant au classement, la Peugeot 306 de Sébastien Hugeux, qui au terme d'une magnifique remontée occupe la 2e place derrière la BMW de Duet, Van de Poel et Cudini, un résultat que Sébastien juge inespéré étant donné les soucis du début de course. Oui, tout à fait, je n'y croyais pas tellement parce que c'est vrai qu'à un moment donné, cette nuit on s'est retrouvé, je crois, 16e. Non, pas cette nuit, c'était hier, enfin bon, c'est pas grave, 16e, donc se retrouver maintenant 2e, c'est fabuleux. J'ai fait une nuit mémorable, je me souviendrai vraiment de ces relais, en bagarre avec Boutsen et autres, ça ne s'oublie pas, c'est génial. Même si les BM ne partaient pas favorites en performance pure, il faut avouer que du côté fiabilité et expérience de la course, BMW avait un sacré avantage sur tous les autres, et ça, Eric Van de Poel le savait. On espérait à la mi-course être vraiment bien placé parce qu'on savait qu'on allait faire un tableau de marche très régulier en essayant d'éviter de faire un changement de pneus à tous les relais, ce qui nous fait gagner quelques secondes au stand évidemment. Et on était assez étonnés, c'est vrai, d'être en tête dans les 2 premières heures. Non, on n'était pas en tête, pardon, on était 2e. Mais on a quand même eu une crevaison, donc on a eu encore des petits doutes au niveau des pneus. Puis pour finir, on a fait des doubles relais. J'ai fait 4 heures d'affilée cette nuit en gardant les mêmes pneus, il n'y avait aucun problème. Au volant de la Peugeot numéro 26 et avec 26 participations au compteur, Pascal Whitmer, associé à Jacques Lafitte et Pierre Van Vliet, était le doyen de l'épreuve, mais également un promoteur heureux. Whitmer est à la base du nouveau règlement du Procar, celui-là même qui était adopté cette année pour les 24 heures de Francorchamps, nouvelle version. J'ai recommandé aux gens du RACB de race d'organisateurs de nous suivre dans cette réglementation. Il y avait un certain risque. Ils ont accepté de me suivre et je trouve que le résultat est pas mal. Même si hier, j'avoue que sous le coup de 19h, quand j'ai vu le nombre d'abandons, j'avais vraiment peur qu'à l'arrivée, on ne soit pas nombreux. Mais je vois que ça a bien fonctionné. Quant à la voiture, ici, on est entre 4e, 5e, 6e, puisqu'on est tous dans le même taux. Ça va dépendre des ravitaillements, mais c'est effectivement très excitant. 11e du général, c'est la place décrochée par cette petite 106. Avec moins de 15 minutes d'arrêt au stand, Rosou, Bruxiola et Jamar ont réalisé une course d'enfer. Les 3 leaders de la Coupe 106 ont su profiter de la belle opportunité que leur offrait Peugeot en leur donnant le volant de cette voiture. Oui, l'équipage homogène, il y a aucun pilote qui a essayé de prouver à l'autre qui était plus rapide, donc on est resté correct. Les chronos étaient très proches. La voiture préparée par Chronos, impeccable, il n'y a pas eu de problème, quoi que ce soit, donc c'était génial. En plus, amusante à conduire. Avec des arrêts obligatoires tous les 17 tours, la Mégane est sérieusement handicapée. Et à quelques longueurs de l'arrivée, dans le clan Renault, on n'espère plus grand-chose. Vous pensez que le podium est à portée ? Non, je crois pas, parce que dans les quelques heures qui restent, on va toujours devoir faire 2-3 fois le nombre d'arrêts des autres. Et on va perdre des places plutôt que d'en gagner, à mon avis. La voiture de De Fourny, De Groot et Bachelard a connu une série de problèmes en début de course. Mais une fois tous les soucis réglés, les 3 hommes ont réalisé une remontée d'anthologie. À l'arrivée, le Bach ramène l'Integra en 5e position et première Honda, une maigre consolation pour le team qui espérait sans doute beaucoup mieux pour ce week-end.
Chez BMW, par contre, on n'osait pas y croire. Van de Poel n'a plus qu'un tour à boucler avant de remporter une deuxième victoire, la 21e pour BMW. Un très beau cadeau pour le team Juma après avoir gagné les 24 heures aux côtés de son papa. Bart Mampai fait enfin triompher sa propre structure. Si Juma s'impose cette année, ça n'est certainement pas un hasard. Chez les Limbourgeois, on a travaillé d'arrache-pied et ça méritait d'être souligné. Il est 16h dimanche, nous sommes sur la ligne d'arrivée sous le drapeau à damier. Sur le mur des stands, c'est la traditionnelle explosion de joie. Marc Duet avait dû attendre sa 20e participation pour gagner les 24 heures. Et en 2 ans, il réalise le doublé. Bravo grand. Un doublé associé à Van de Poel et Cudini grâce à une grande et belle équipe. Comme ils disent tous, quand ils ont gagné, l'équipe a super bien travaillé, j'avais les super équipiers, c'est parfait. Et je répète, hein, c'est bon de travailler avec des gens qui se sont donnés à 130%. Et pour battre tous ces petits jeunes, on a transpiré un peu, je vous jure. Inespéré, c'est certainement le mot présent à l'esprit de l'équipage de la Mégane numéro 2. Kortal, Smolekens et Lagorce squattent la 3e marche du podium. Un véritable exploit quand on sait qu'ils ont dû s'arrêter régulièrement tous les 17 tours suite à leur problème d'essence. On a fait un relais de 2h30 et c'est des relais qu'on savait faire facilement avec l'essence, avec un plein d'essence. Mais à partir de là, le deuxième relais, on a su faire moins d'1 heure. Et à partir de là, on a dû faire des relais de 3/4 d'heure seulement à cause du déjaugement qu'on avait. Et c'est dommage parce que le temps était bon, l'équipe était homogène, la voiture, hors du problème d'essence, marchait parfait. Un résultat comme celui-là aux 24 heures, ça va rester dans votre mémoire ? Oui, mais j'espère faire mieux l'année prochaine encore. Auteur d'une course où la régularité et la maîtrise ont fait un ménage parfait, Ugeux, Wesenburger et Van de Vauvert se sont hissés sur la 2e marche du podium. Les 24 heures comptant pour le championnat Procar, c'est une bonne opération pour Sébastien qui s'installe en tête. Son rival principal Tassin ayant abandonné, mais le pilote Peugeot n'aurait pas snobé une victoire. L'objectif est tout à fait atteint. C'est vrai qu'évidemment, comme tout le monde, je crois, on vise d'abord la victoire. Mais ici, une 2e place, c'est tout à fait suffisant pour prendre la tête du championnat bien plus confortablement qu'il y a quelques heures encore. Si sur le papier, le résultat ne diffère pas de celui des années précédentes, dans les faits et sur le bord de la piste, cette 50e édition des 24 heures est un grand cru, une course comme on les aime. Le changement de règlement tant critiqué était finalement une bonne solution, car le spectacle et le suspense étaient au rendez-vous. Il est évident qu'après une course aussi ouverte, un bon nombre de concurrents vont à nouveau tenter leur chance l'an prochain. BMW n'a qu'à bien se tenir, car l'édition 99 sera, à n'en pas douter, à ne manquer sous aucun prétexte. Alors d'ores et déjà, nous vous fixons rendez-vous début juillet à Francorchamps.